100 000 hectares de canne à sucre au milieu du Sahel. Un chiffre si immense qu'il ressemble d'abord à une illusion. Dans une région autrefois réduite à la poussière et aux convois d'aide étrangères, Ibrahim Traoré proclame que ces terres arides peuvent devenir des champs de souveraineté. Mais si un désert peut vraiment se transformer en une mer verte, que signifie alors cette rupture pour les peuples longtemps définis par le manque et la dépendance? Et surtout, que se passerait-il si cette douceur inattendue s'avérait plus redoutable qu'une armée silencieuse? Ce récit n'est pas simplement l'histoire d'une récolte, mais celle d'un pari national où l'enjeu dépasse largement l'agriculture. Dès l'annonce du projet, Ibrahim Traoré a insisté sur une promesse claire, transformer la fragilité en force et faire du sucre un symbole de liberté. Le bénéfice, répété devant les foules, était limpide, une économie plus forte et un peuple libéré de la dépendance. Pourtant, chaque promesse comporte un risque, et celui-ci frôle la frontière entre miracle et mirage. Car que se passerait-il si, après des années d'efforts, les sols s'asséchèrent de nouveau, ou si la pression étrangère écrasait l'élan national? Dans ce suspense, le spectateur comprend qu'il ne s'agit pas de sucre, mais de souveraineté, et que la véritable récompense est la dignité retrouvée. Ici commence un voyage où chaque hectare devient un chapitre, chaque goutte d'eau une mise à l'épreuve, et chaque sac de sucre un témoignage de résistance. La première révélation n'est pas venue des discours, mais des chiffres eux-mêmes. En 2028, le Burkina Faso a récolté près de 1,5 million de tonnes de canne à sucre, un volume qui a surpris même les observateurs les plus optimistes. D'un côté, les images satellites montraient des rubans verts traversant le désert, comme des fleuves d'émeraude. De l'autre, les marchés révélaient une baisse immédiate de près de 30% du prix du sucre local. Deux indicateurs, deux preuves, le pari de l'impossible avait bel et bien pris racine. Mais pour comprendre ce bouleversement, il faut revenir en arrière. En 2026, au plus fort de la saison sèche, Ibrahim Traoré a annoncé que 100 000 hectares seraient consacrés à la canne à sucre. Le pays tout entier a été pris de court. Les experts occidentaux parlaient de folie, les opposants de diversion politique, les agriculteurs eux-mêmes de perte de temps. Pourtant, les bulldozers ont commencé à tracer des canaux et les coopératives locales ont pris le relais là où des firmes étrangères auraient exigé des milliards. En 2027, les premières tiges ont percé la terre craquelée. Fragiles au départ, elles se sont renforcées semaine après semaine, dessinant à l'horizon un tapis vert que les enfants appelèrent déjà la mer de douceur. Des villages entiers se sont transformés en chantiers vivants. Femmes organisant les pépinières, jeunes surveillant les canaux d'irrigation, anciens conseillant sur les cycles des pluies. Ce n'était plus seulement une politique agricole, mais une épopée collective. Les photographies comparatives publiées dans la presse internationale, Désert nu en 2020, Étendue verte en 2027, sont devenues virales, baptisant le projet « Le mur vert du Faso ». Et derrière les slogans, une réalité s'imposait. Le Sahel, que l'on croyait condamné à la dépendance, venait de trouver une clé inattendue pour nourrir son peuple et financer son indépendance. Derrière les hectares et les chiffres, ce sont des visages qui incarnent la transformation. Dans la vallée proche de Bobo-Dioulasso, un ingénieur hydraulique formé localement a supervisé l'installation de petits réservoirs pour capter les pluies saisonnières. Plutôt que de recourir à des barrages géants, il a montré comment de simples bassins, reliés par des canaux coopératifs, pouvaient suffire à irriguer des centaines d'hectares. Sa méthode, modeste mais ingénieuse, a inspiré toute une génération de techniciens. À quelques kilomètres de là, Mariam, chef d'une coopérative féminine, a organisé une pépinière de canne. Pendant des années, elle vendait des arachides au bord de la route. Aujourd'hui, elle forme des dizaines de femmes à la gestion des semis, à l'entretien des plants et à la distribution d'outils. Son histoire a été reprise par les radios locales comme symbole d'un basculement. L'économie de survie cède peu à peu la place à l'économie de production. Ces figures, anonymes ou charismatiques, jouent le rôle de guide dans une aventure où chaque action concrète démontre que le projet n'est pas une utopie mais une réalité vécue. Elle prouve que le pari de Traoré repose moins sur un miracle que sur la coordination d'initiatives populaires. Et face aux sceptiques, leur simple existence répond par une vérité implacable. Le changement n'est plus théorique, il est déjà en marche. En d'autres termes, la véritable question n'est pas « est-ce possible ?», mais « qui osera encore en douter ?» Tout commence par une déclaration qui a pris de court aussi bien les partisans que les critiques. En janvier 2026, au cœur d'une saison sèche implacable, Ibrahim Traoré s'adresse à une foule rassemblée à Ouagadougou. Sa voix tranche dans l'air brûlant.
Nous planterons 100 000 hectares de canne à sucre, non pas pour du sucre, mais pour notre liberté. L'effet est immédiat. Étonnement, incrédulité, parfois même rire moqueur. Pourtant, cette parole devient l'étincelle qui enclenche la mécanique du projet. Les premiers mois ressemblent à un pari insensé. Les bulldozers creusent la terre craquelée, traçant les futurs canaux d'irrigation. Les coopératives locales, armées de simples pelles et de tuyaux, transforment des vallées entières en réseaux hydrauliques. Ce sont 5 régions stratégiques qui sont mobilisées, choisies pour la proximité de rivières saisonnières et la capacité du sol à retenir l'humidité. Peu à peu, la poussière laisse place à des sillons humides, annonçant la possibilité d'une renaissance. En 2027, les premières pousses émergent. Fragiles, elles paraissent presque ridicules face à l'immensité du désert. Mais semaine après semaine, elles grandissent, deviennent vertes, denses, solides. Les habitants baptisent déjà cette étendue la mer de douceur. Les enfants jouent dans les champs, les femmes organisent des gardes d'irrigation, et les anciens commencent à croire que le rêve n'est peut-être pas si fou. Puis survient le moment du basculement. En 2028, les récoltes dépassent toute attente. Près de 1,5 million de tonnes de canne à sucre sont produites, soit suffisamment pour réduire drastiquement les importations. Le prix du sucre sur les marchés chute de 30%. Les sacs estampillés « Made in Faso » apparaissent dans les boutiques locales. La réaction est électrique. Ménagères souriantes, enfants goûtant des bonbons fabriqués localement, agriculteurs émus devant leurs champs désormais fertiles. La nouvelle fait le tour du monde. Les médias diffusent des images satellites où, côte à côte, 2 photos résument la métamorphose. Un désert nu en 2020, des rubans verts en 2027. L'opinion internationale s'interroge. Est-ce un miracle ou le fruit d'une stratégie inédite? Les économistes occidentaux alertent sur la consommation d'eau, mais les données locales montrent que l'irrigation goutte à goutte réduit de 40% l'utilisation par rapport aux méthodes traditionnelles. À l'intérieur du pays, l'élan dépasse l'économie. Dans les écoles rurales, on enseigne déjà la chimie de l'éthanol et la gestion coopérative. Dans les villes, des artistes peignent des fresques géantes représentant des tiges de canne dressées comme des drapeaux. Sur les radios, des chansons célèbrent la révolution douce. L'événement n'est plus un simple projet agricole. Il devient une aventure collective, un récit de dignité retrouvée. Le fil des événements trace donc une trajectoire nette. Déclarations audacieuses, mobilisation locale, première récolte, reconnaissance nationale et internationale. À chaque phase importante, les sceptiques reculent et les preuves s'accumulent. Ce qui paraissait insensé se transforme en modèle. Et déjà, une question flotte. Si le Burkina Faso peut dompter le désert, qu'est-ce qui empêcherait d'autres nations africaines de suivre la même voie? La réussite du projet ne repose pas seulement sur des impressions visuelles ou des récits enthousiastes. Elle s'appuie sur des chiffres précis, capables de convaincre même les plus sceptiques. Commençons par un premier signe important, la production. En 2028, le Burkina Faso récolte 1,5 million de tonnes de canne à sucre. Ce volume, inédit dans l'histoire du Sahel, permet non seulement de couvrir la demande intérieure, mais aussi d'envisager des exportations. En d'autres termes, un pays longtemps dépendant des importations devient fournisseur potentiel. Ensuite, observons un deuxième signe révélateur, les prix. Sur les marchés de Ouagadougou, le sac de sucre vendu autrefois à des tarifs prohibitifs chute de près de 30%. Derrière ce chiffre se cache un changement concret. Des familles modestes qui pouvaient à peine sucrer leur thé peuvent désormais acheter sans compter. Pour les commerçantes, cela signifie des ventes plus régulières, une stabilité retrouvée et surtout la fierté d'offrir des produits estampillés « Made in Faso ». Enfin, un troisième élément mérite d'être souligné, l'énergie. Grâce aux bagaces, les résidus de canne, une usine pilote près de Bobo Dioulasso alimente déjà plus de 200 villages en électricité. Ce chiffre, apparemment technique, transforme pourtant la vie quotidienne. Des lampes remplacent les bougies, des écoles prolongent leurs cours le soir, des centres de santé conservent les vaccins dans des réfrigérateurs fiables. Ce n'est plus seulement de la canne à sucre, c'est une source d'indépendance énergétique. Ces 3 données, production massive, baisse des prix, électrification, dessinent une trajectoire claire. Mais au-delà des chiffres bruts, il faut observer leur signification. La production record prouve que la culture de la canne peut s'adapter au sol sahélien si les méthodes sont ajustées. La chute des prix démontre que la souveraineté alimentaire n'est pas un slogan, mais un levier réel de justice sociale. Et l'électricité issue des sous-produits